rhum. Vous allez bien? Très bien. Vous buvez du rhum? Comme tout le monde, de temps en temps, avec modération, toujours. C'est vrai? Ah oui, sûr. Qu'est-ce que ça veut dire comme tout le monde? Il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas de rhum. C'est-à-dire ceux qui ne boivent pas de rhum, généralement boivent des alcools importés. Et de plus en plus, l'alcool importé est devenu un petit peu ringard. Aujourd'hui, depuis que nous avons fait la communication, la promotion qu'il fallait sur un alcool aussi noble et aussi important que le rhum. Et c'est vrai que c'est dans la tradition martiniquaise de boire son petit punch avant le repas et maintenant de boire un petit jus indigestif. Un petit vieux indigestif. Digestif. Donc maintenant, pour être bien en Martinique, c'est donc l'apéritif, le midi. Mhm. Le soir, on le boit aussi. L'après-midi. L'après-midi? Oui. Chaque rhum a un nom particulier. On parle de décollage, on parle de pété-pied, on parle de mabillage, on parle de coupé jarré. Enfin, tous ces noms-là ont une consonance déjà culturelle dans un premier temps, mais font partie effectivement du vocabulaire populaire qui a été employé depuis que le rhum existe. Mais quand je dis depuis que le rhum existe, c'est depuis que la Martinique existe. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout a commencé, et ça, je pense que quelquefois on ne le dit pas suffisamment, tout a commencé avec le rhum. Bien avant le créole, bien avant le tambour, bien avant le tinémouru, bien avant la biguine, le belé ou la mazurka, il y avait le rhum. Parce que l'histoire du rhum, c'est quoi? C'est l'histoire de la Martinique tout entière. C'est-à-dire, ce sont des colons qui sont arrivés, qui ont exterminé les Caraïbes, qui restaient là, ça bien entendu, qui ont fait venir des Noirs d'Afrique, donc la traite négrière, mais pour faire quoi? Pour cultiver la canne, pour fabriquer du sucre et pour distiller du rhum. Donc l'histoire de la Martinique a commencé dans une souffrance énorme, bien sûr, avec l'esclavage, mais a commencé par 2 siècles et demi de monoculture de la canne, de fabrication de sucre et de distillation de rhum. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, il y a une véritable civilisation du rhum sous-jacente à la Martinique, puisque ce rhum, ce sucre, cette canne a entraîné derrière beaucoup de souffrances, beaucoup d'aigreur, beaucoup de travail mal payé, beaucoup d'esclavage, etc. Donc il y a une civilisation du rhum, mais effectivement une civilisation qui est quelquefois difficile à admettre, difficile à qui n'implique pas automatiquement un phénomène de fierté, mais elle est là quand même. Est-ce que l'existence du rhum a été complètement concomitante à celle de la canne à sucre? Ou bien est-ce que le rhum est venu un peu après, ou est-ce qu'en même temps qu'on a fait du sucre? Parce que j'imagine que c'était d'abord le sucre. Est-ce que le rhum est arrivé en même temps? Le rhum est venu légèrement après, mais le rhum industriel. Alors, il faut bien savoir que, dans un premier temps, le sucre dont on parle, qui a effectivement donné toute cette forme de colonisation, de traite négrière, etc., dans toutes les Amériques, c'était pas un sucre qu'il fallait faire pour sucrer du thé ou du café ou faire de la pâtisserie. C'était un sucre qui servait à conserver les aliments, conserver les fruits. Notamment parce qu'avant, c'était le foin, c'était le sel, c'est des éléments comme ça qui conservaient. Et puis quand on a découvert le sucre, on a vu qu'effectivement, il n'y a plus de saison. Ça veut dire les fraises, les pommes, tous les fruits qui se perdaient une fois la saison passée en Europe, on pouvait, grâce au sucre de canne, les conserver, faire de la marmelade, faire de la gelée, faire de la confiture, etc. C'est d'où l'expression d'ailleurs, il n'y a plus de saison. C'est comme ça que c'est parti. Alors bien sûr, une fois qu'on avait terminé de faire du sucre, il y a certains pirates, certains corsaires, certains flibustiers, des boucaniers, en fait, tout ce beau monde-là, on pourrait dire, qui faisait partie de l'histoire de la Caraïbe, qui ont récupéré les déchets du sucre, c'est-à-dire une espèce de goudron noir qu'on appelle de la mélasse. Et c'est cette mélasse-là qu'ils ont fermenté en y ajoutant un peu de levure, qu'ils ont distillé et qui leur a donné un rhum de 2e catégorie qu'on appelle du rhum industriel. C'est ce rhum industriel-là qu'on retrouve dans toutes les îles de la Caraïbe, y compris au Brésil, sous forme de cachasse, mais à Cuba, Porto Rico, etc. Et il y a un pays, 2 on va dire, puisque la Guadeloupe est dedans aussi, il y a 2 pays qui ont fait du rhum directement à partir du jus de canne pressé, donc qui ont fait du rhum sans faire du sucre au préalable,
Et c'est effectivement ce rhum de la Martinique qui aujourd'hui est un rhum d'appellation d'origine contrôlée. Qu'est-ce que c'est que le rhum agricole par rapport au rhum industriel? Alors, le rhum industriel, c'est on prend la canne à sucre, on presse le jus de la canne, on fait du sucre de canne d'abord, et quand on a fini de faire du sucre de canne, on récupère les résidus qu'on appelle de la mélasse, et c'est cette mélasse-là qu'on fermente, qu'on distille et qui donne un rhum un sous-produit. C'est-à-dire que le rhum agricole, c'est on prend la canne à sucre, on presse, et avec le jus de la canne, on fermente, on distille et on fait du rhum. Alors, rhum industriel, ça veut dire on fait du sucre d'abord, du rhum avec les déchets. Rhum agricole, ça on fait du rhum directement avec la canne à sucre. Et dans le reste de la Caraïbe, on ne fait pas de rhum agricole du tout? Dans le reste de la Caraïbe, on ne fait pas de rhum agricole du tout. Pourquoi? Parce que l'histoire a tourné autrement, en fait. L'histoire a tourné autrement. Alors, l'histoire culturelle, déjà. Le reste de la Caraïbe, ce sont des pays anglophones, hispanophones. Et c'est vrai que ces pays-là n'ont jamais eu le sens de l'alcool noble, n'ont jamais eu le sens de la petite, comment dirais-je, du petit cognac, du petit armagnac, etc. Donc, il y a déjà une certaine présence française. On pourrait dire ça comme ça. Mais en fait, comment est arrivé le rhum agricole? C'est tout simplement l'arrivée de la première révolution industrielle. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand est arrivée la première révolution industrielle, c'est-à-dire celle du charbon de bois, et que les bateaux sont arrivés, les bateaux à vapeur sont arrivés à la Martinique, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les pots de canne à sucre, ce qu'on appelle de la bagasse, pouvaient servir de combustible exactement comme du charbon de bois pour alimenter les machines à vapeur. On a essayé, on a vu que ça a marché. Alors du coup, on s'est dit, mais attends, dans la matière première, il y a aussi le combustible. Phénomène très particulier. Donc c'est là qu'est né effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui les usines centrales, c'est-à-dire les milliers de petites habitations qui vivaient en autarcie avec leur crèche, avec la rue Cazenègue, avec la maison du maître, avec la purgerie, tout ça qui faisait du sucre et du rhum à petite échelle, mais se sont regroupés autour d'usines centrales avec le phénomène, donc je parlais de la machine à vapeur utilisant la bagasse comme combustible. Et ces usines centrales-là ont absorbé toutes les petites habitations. Et c'est là qu'on a commencé à fabriquer le sucre dans un premier temps et le rhum à grande échelle. Donc c'est là qu'on retrouve effectivement les usines comme le Galion, comme l'usine de Sainte-Marie, comme Dillon, comme etc. Toutes les grandes distilleries qui existent aujourd'hui étaient des usines centrales. Et phénomène bizarre. La première révolution industrielle, c'est quelle année? 1850? 1830 à peu 1830. près. 1830. Et tout ça est arrivé vers 1860. Mais ce qui s'est passé, une fois que les usines centrales ont commencé à produire du sucre et du rhum industriel à grande échelle, il a fallu aller chercher la canne de plus en plus loin. Donc, on a installé un réseau de voies ferrées sous forme d'étoiles d'ailleurs, autour des usines centrales. C'est le cas de l'usine de Petit-Bourg, de Sainte-Marie, de Larentie, du Soudon. Et comme ça, ces petits trains-là qui ont existé, donc il y a eu un véritable réseau de voies ferrées à la Martinique, ont été chercher la canne de plus en plus loin pour l'amener effectivement à l'usine centrale. Alors du coup, il s'est trouvé quoi? Il s'est trouvé des toutes petites habitations qui étaient ni à côté de l'usine centrale, ni à côté de la voie ferrée. Donc complètement enclavées au fin fond de la montagne, etc., qui ne savaient pas quoi faire. On n'était pas encore à l'époque de la diversification. Donc, ces petites habitations-là se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas produire du sucre, puisque le sucre est déjà meilleur marché dans les usines centrales. Donc, c'est ces petites habitations-là qui ont dit, eh bien, on va fermenter directement notre jus de canne, on va le distiller, et c'est là qu'est né le rhum agricole, qu'on a appelé le rhum habitant dans un premier temps, parce que qui venait de l'habitation, les dernières petites habitations qui restaient. Et c'est ce rhum-là qui est devenu agricole. Et quand est arrivé les grandes crises sucrières, etc., des années 1870, eh bien, ces petites habitations-là qui commençaient à faire du rhum de très très bonne qualité, parce que justement, directement ici du jus de canne pressé, ont racheté les grandes usines centrales. Et c'est là qu'effectivement que la Martinique est devenue terre de rhum agricole, en fait. Donc, on peut dire que le rhum agricole est né de la conjonction de la topographie du terrain
et de l'arrivée de la première révolution à vapeur. D'accord. On va revenir sur le rhum, mais juste quelques mots sur la canne à sucre. La canne à sucre qui risque d'avoir des problèmes, si je ne me trompe, en Europe même, on est en train, la communauté demande aux Français, aux Allemands et aux autres de moins produire de sucre, à partir de la betterave donc, et ils disent qu'ils seront complètement satisfaits par le sucre obtenu à partir du Brésil. Qui est beaucoup moins cher, etc. Donc ils se disent, non, on va se fournir au Brésil, à quoi bon faire bon, nous c'est le même problème. Bien sûr. Donc ça veut dire que notre canne à sucre n'a aucune chance dans le sucre aujourd'hui. En opinion personnelle, je pense que le sucre n'a aucune chance. Le sucre n'a aucune chance. Le sucre n'a aucune produit chance. Tel qu'on le produit là. Produit tel qu'on le produit là. Déjà parce que la Martinique, il faut parler, surtout quand on parle de production martiniquaise, il faut parler de situation de la Martinique dans un premier temps. Et ça, je pense que trop souvent, on a tendance à l'oublier, de repartir un petit peu à la base. Qu'est-ce que c'est que la Martinique à la journée d'aujourd'hui? La Martinique, c'est un pays du tiers-monde, il ne faut pas hésiter à le dire, avec sa culture, avec son histoire, avec sa production, canne, banane, ananas, etc. Et puis de notre côté, et puis avec toute sa façon de penser, sa façon de réagir, son insularité, on peut plein de choses comme ça qui fait que nous sommes un pays du tiers-monde. Et puis de notre côté, en parallèle, nous sommes un pays développé. Donc un département français, par notre statut social, par nos allocations, par notre niveau de vie, par notre salaire, par tous ces phénomènes-là. Donc ça fait que nous vivons dans un paradoxe permanent qui fait qu'à partir du moment où nous produisons nos produits du tiers-monde, banane, canne, ananas, rhum, on se retrouve à le produire avec des salaires européens qui fait que quand nous nous retrouvons sur le marché international, nous avons effectivement un problème de prix de vente. De revient, de vente. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, on est foutu à la fois pour le sucre, pour la canne à sucre, et pour la banane. La banane, il y a toujours moyen de faire quelque chose. En tout cas, pas pour le rhum. Pourquoi pas pour le rhum? Parce que le rhum, c'est justement le produit particulier à la Martinique, avec une appellation d'origine contrôlée, qui peut se justifier par un prix élevé parce que justement, on est un produit haut de gamme et que nous sommes dans une niche de produits au même titre que les grands cognacs, les grands armagnacs, les grands champagnes, où justement on peut justifier d'un prix élevé par le fait que nous ayons un produit de qualité. Donc la chance de la Martinique aujourd'hui, non seulement est dans le rhum, on est bien d'accord, mais surtout est dans les produits à forte valeur ajoutée, les produits spécifiques, les produits qui font appel à notre savoir-faire, bien particulier, à notre imagination, beaucoup plus que dans des produits où on ne ferait que reprendre la même production qu'on trouve au Honduras, au Panama, à Cuba ou au Guatemala. Alors évidemment, on n'est surtout pas compétitif à ce niveau-là. Là, les choses sont très claires. Et au niveau touristique, on se retrouve dans la même situation. On va parler, parce que pour moi, vous êtes un facteur important dans le monde touristique, pas seulement dans le monde du rhum. Une question quand même concernant le rhum. Est-ce que vous ne craignez pas toutes ces campagnes qu'on fait en France contre l'alcoolisme? Là, ils ont commencé contre le tabac, ça marche bien. Le tabac est complètement en train de couler un petit peu partout, mais est-ce qu'on ne va pas assister au même phénomène pour l'alcool et donc pas le du rhum? tout. Je vais même vous dire paradoxalement, les campagnes contre l'alcoolisme nous arrangent. Pourquoi? Parce que justement, plus on fait des campagnes contre l'alcoolisme et plus on élimine les alcools bas de gamme. C'est-à-dire les gens ne boivent plus justement pour se saouler la piquette, le vin table, le vin pays, ils commencent à boire haut de gamme. C'est-à-dire que tant qu'à faire, si on nous interdit de boire, mais quand on va se permettre de boire quelque chose, on va choisir quelque chose, disons, un produit de luxe. Et de façon assez particulière, plus on fait des campagnes contre le vin, etc.,
ça ne touche pas le château Margaux, le mouton Rothschild, hein. Ça touche le Sidi Ibrahim ou le baron d'Arignac. Donc ça veut dire que en fait, les campagnes contre l'alcoolisme attaquent les alcools bas de gamme, mais n'attaquent pas les alcools haut de gamme. Et justement, le côté, et nous, à quel niveau on se situe? On se situe dans l'alcool haut de gamme par excellence. Donc les campagnes contre l'alcoolisme vont toucher tous les petits rhums industriels, touchent déjà tous les petits rhums industriels qu'on emploie pour la pâtisserie, la cuisine, mais qu'on boit de temps en temps, etc. Mais ne touchent pas justement les alcools haut de gamme qui sont effectivement des alcools de cérémonie, des alcools qu'on boit dans des conditions particulières, etc. Donc, si vous voulez, le phénomène de campagne contre l'alcoolisme n'est pas, en tout cas, ne nous préoccupe pas particulièrement. Est-ce qu'on peut imaginer que l'on arrive en France à un système comme on a connu aux États-Unis, du temps de ce qu'on a appelé la prohibition, c'est-à-dire l'interdiction quasiment totale de tout alcool avec... Je ne pense pas. Je ne pense pas quand même à ce niveau-là parce qu'on n'a pas intérêt. Je ne pense pas. On a vu, d'ailleurs, on a l'expérience de la prohibition, ce que ça a donné en interdisant les alcools, les cigarettes, etc. On se retrouve dans des contrebandes un petit peu n'importe comment. Donc effectivement, on a plus intérêt à faire ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est-à-dire interdire un certain nombre de trucs au volant, l'alcool au volant, l'alcool, etc. dans certains lieux. Mais on ne va pas interdire la production d'alcool. D'ailleurs, ça m'étonnerait fort parce que à la limite, s'il y a une chose que le monde entier a produit dès le départ, c'est de l'alcool. Il n'y a pas un pays qui ne soit pas représenté par un alcool quelconque. Je parle de la bière en Allemagne, je parle de la vodka en Russie, je parle du whisky en Écosse, je parle du rhum dans les pays de la Caraïbe, je parle du vin en France, je parle du Porto au Portugal. Le monde entier produit de l'alcool. Donc s'attaquer comme ça directement à l'alcool, ce serait s'attaquer à une espèce de monstre tentaculaire sur lequel, à mon avis, plus personne n'aurait de prise. Ça c'est sûr. Même l'alcool de blé, hein, je ne vais même pas parler de la Chine, du Japon, de l'Arak dans les pays du Moyen-Orient, etc. Mais le pastis, imaginez éliminer le pastis à Marseille, ce serait une révolution. Donc c'est pour ça que bon, je ne pense pas qu'il y ait une prohibition à terme. Est-ce que l'ouverture de l'Europe vous paraît être une opportunité supplémentaire, un marché supplémentaire? Oui, en tout cas pour nous. Parce qu'il faut vous dire qu'aujourd'hui, la plupart des rhums, pour nous, pour les rhummiers, je parle. Pour les rhummiers. Oui, la plupart des rhums ont des distributeurs qui sont généralement des multinationales. Hein. On a vu Nesson dernièrement avec Mouton Rothschild, on a vu un certain nombre de Rémy Cointreau, la Martiniquaise, enfin. Et c'est vrai que ces distributeurs-là permettent effectivement d'écouler l'alcool martiniquais sur des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, etc. Un rhum comme Saint-James, par exemple, aujourd'hui, on est vendu dans 52 pays du monde. Ça paraît surprenant, mais même en Afrique, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais le rhum Saint-James, qu'on appelle la bouteille au long cou, d'ailleurs, fait partie des traditions même béninoises. Quoi. Je veux dire, dans la dot donnée au mari, il y a une bouteille de rhum Saint-James. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce qu'on va essayer justement de faire des reportages pour montrer à la Martinique qu'un rhum martiniquais puisse être à ce point tradition dans le pays d'Afrique. C'est quelque chose de très, très particulier. J'espère que le mari réclame plus qu'une bouteille. Hein, parce que... la bouteille, entre autres, hein, mais je suppose qu'il y a autre chose avec, mais ça veut dire que quand même la bouteille a du poids, la bouteille a de la valeur. Quoi. Est-ce qu'il y a une marque de rhum aujourd'hui en Martinique qui appartient encore à des Martiniquais? Pour moi, c'est une question qui n'a pas tellement de sens. On pourrait dire oui dans un premier temps. Dire oui, effectivement, Nesson appartient à la famille Nesson, la favorite appartient à la famille Dormois, etc. Mais le problème n'est pas à qui ça appartient. À qui ça appartient, ça veut dire quelle est la personne qui a mis de l'argent dedans, d'accord? Et dans cet argent-là, qu'est-ce que ça produit comme travail pour les Martiniquais et comme distribution pour le produit en lui-même.
Vous voyez? C'est-à-dire le fait qu'il y ait des grands hôtels à Paris sur les Champs-Élysées qui appartiennent à des Japonais n'enlève en rien la beauté de la ville de Paris elle-même. Le fait qu'il y ait des champs des vignobles à Bordeaux qui appartiennent à des Australiens n'enlève en rien la valeur même du vin français. Donc le fait qu'il y ait des romeries qui appartiennent effectivement à des multinationales françaises la plupart du temps n'enlève strictement rien à la valeur du produit martiniquais, de son approche, de sa culture, de son savoir-faire, etc. Bien au contraire, à la limite, plus il y a des multinationales dans cette affaire-là, c'est plus nous avons la chance de pouvoir nous distribuer dans le monde, parce que ce sont surtout des réseaux de distribution, ces grands groupes-là. Et ces réseaux de distribution-là nous donnent la possibilité, effectivement, de s'exporter en Chine, au Japon, en Corée, en Thaïlande, aux États-Unis, au Canada, ou dans tous les pays d'Europe. Donc, le fait d'avoir investi de l'argent, au contraire, pour nous, c'est même un signe encourageant. Parce que quand un étranger investit de l'argent sur un produit martiniquais, ça veut dire que, premièrement, il croit en ce produit-là, il croit en la pérennité de ce produit-là, et il croit en la valeur de ce produit-là, et donc à son expansion. Donc, on a toutes les raisons de se réjouir de ça, parce que nous-mêmes, en Martinique. Et c'est ça, les rhums martiniquais qui appartiennent à des Martiniquais, ils ont quel problème? Ils ont le problème de leur distribution. On ne peut pas gérer de la Martinique 30 000 points de vente qui vendent du rhum Saint-James sur la France métropolitaine seulement. Et 25 000 sur l'Espagne et 14 000 sur le Portugal et 35 000 sur le Canada. Donc, on a besoin de circuits de distribution. Alors que le circuit, que le distributeur rentre petit à petit dans le capital, c'est qu'il y croit quelque part. Mais à partir du moment où ça donne du travail à des Martiniquais, c'est un savoir-faire martiniquais, que le produit est fait en Martinique et que c'est la terre de la Martinique même, l'agriculture même de la Martinique qui porte ce produit-là en lui-même. D'où vient l'argent à partir du moment où ce ne soit pas de l'argent blanchi, je ne vois pas le problème que ça peut poser. Il y a quelqu'un qui vous a dit que ça posait un problème? Non, pas Alors du tout. pourquoi vous vous défendez comme ça? Non, je les défends parce que des fois quand on dit il y a des capitaux étrangers, etc., on a un petit peu tendance, mais ça c'est peut-être ma culture aussi, on a un petit peu tendance à dire que oui, mais il y a quelque chose qui nous échappe quelque part, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Est-ce qu'il est vrai que vous avez obtenu l'appellation d'origine contrôlée, l'AOC, au moment où précisément ces grandes multinationales se sont beaucoup intéressées à notre production romière? Non, pas du tout. On a obtenu l'appellation d'origine contrôlée grâce à un lobby d'équipe. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Je veux dire qu'à l'époque, effectivement, depuis 1975, on a décidé de se pencher sur le problème de l'AOC parce qu'on a constaté qu'à la virgule près, on correspondait exactement à la définition de ce que c'est qu'un produit d'appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire un produit qui est né dans le pays, un produit qui a un savoir-faire du pays, un produit qui a un terroir en particulier, un produit qui a une typicité. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, un certain monsieur Gustave Delaroche, Gustave Garnier-Laroche d'ailleurs, à l'époque, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et on n'a pas fait beaucoup de bruit autour de ça, c'est dommage, qui appartient à la distillerie Buchanan à l'époque, a fait un véritable travail. Et c'est vrai qu'il y a un gros, un syndicat qui s'est monté pour l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée. Bourdillon, M. Bourdillon des Rhums Lamoni s'est beaucoup battu pour ça, mais à l'époque, on ne peut pas dire véritablement que ce soit les multinationales qui ont fait le travail à la place. À mon avis, Non, je ne dis pas qu'ils ont fait le travail, je dis est-ce que ça a été accordé au moment où? Parce que le travail peut-être a été fait et n'aboutissait pas. Et on me dit que c'est lorsque ces multinationales sont devenues propriétaires finalement de l'essentiel de nos rhums, bien que comme par hasard, tout ce lobbying-là a abouti. Alors ce serait alors comme par hasard. Oui, ce serait comme par hasard. Mais on n'a aucune preuve généralement qui se sont impliqués dedans en fait. Ce sont véritablement les responsables
des distilleries comme Jean-Claude Benoît, comme Boudillon, Jean-Claude etc. Boudillon, etc., qui se sont véritablement impliqués. Okay. Est-ce que le réseau de distribution des rhums Saint-James, est-ce qu'il est déjà installé dans les pays qui s'ouvrent aujourd'hui à l'Europe, les pays de l'ancienne Europe de l'Est, Tchécoslovaquie, Pologne, etc. Non, pas encore. Donc, si un Martiniquais est un petit peu fou, il peut essayer, lui, d'installer un circuit de distribution dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il passe d'abord par le vrai réseau de distribution qui existe. Donc, il faudrait qu'il s'intègre au réseau de distribution qui existe. Pourquoi il ne créerait pas un réseau qui, partant de la Martinique, s'installerait, irriguerait tous ces pays-là? Tous ces pays-là où il y a quand même, quoi qu'on dise, beaucoup de gens riches qui peuvent être intéressés par ce produit. Là, vous êtes en train d'attendre tranquillement que les multinationales fassent le travail et puis bon, distribuent votre rhum. Est-ce qu'il n'est pas temps que vous le fassiez vous-même? Parce que celui qui distribue est le maître, d'après ce que j'ai compris. Sûr. Oui, mais le problème, c'est que en fait, ces multinationales-là ont déjà des réseaux de distribution bien implantés, avec un savoir-faire très particulier. Mais on a beaucoup de matières grises, on me dit ça tout le temps, que les Martiniquais sont très intelligents, on a de la matière grise et tout. Pourquoi on ne pourrait pas mettre un circuit de distribution en Pologne? Enfin, ça ne me paraît pas un truc fou. Je veux dire, c'est pas qu'on connaît la Pologne, bon, c'est un pays comme un autre. Hein, je veux dire. Oui, non, mais c'est quelque chose de possible. Hein. Je ne dis pas que c'est impossible, mais disons que, comme je dis, il faudrait d'abord avoir l'aval du circuit de distribution déjà existant pour s'implanter en Pologne, par exemple. Donc, on pourrait éventuellement recruter des Martiniquais pour aller vendre ce rhum-là en Pologne. Mais on ne pourrait pas donner carte blanche à un Martiniquais en lui disant, voilà, vous avez de la matière grise, allez-y, vous allez vous installer en Pologne, vous allez vendre du rhum. Parce que, comme je dis, c'est pas assez. Un réseau de distribution, c'est pas arriver dans une ou deux boîtes de nuit et puis commencer à vendre en disant, bon, j'ai vendu 3 cartons de rhum aujourd'hui et 4 cartons demain, c'est super. En fait, un réseau de distribution, c'est véritablement quelque chose qui implique non seulement une régularité dans la distribution. Je veux dire, on n'installe pas dans un supermarché un rhum aujourd'hui et la semaine prochaine, on ne le trouve pas. Et dans 3 semaines, on le retrouve et le mois d'après, il est en rupture de stock. Donc, quand on rentre dans des réseaux de distribution, il faut d'abord qu'on ait les reins très solides dans un premier temps, et puis il faut garantir aussi aux distributeurs, c'est-à-dire aux vendeurs sur place, aux magasins, aux supermarchés, aux boîtes de nuit, il faut leur garantir quand même une pérennité quand même dans la distribution du produit. Donc, c'est quelque chose de très important. Attendez, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Et ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, alors, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Non, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc c'est un problème résolu. Est-ce qu'il y a une objection politique à notre installation en direct dans ces pays-là? Parce que le niveau de vie de ces pays-là est tellement plus bas qu'en Europe ou qu'en Martinique que s'y installer n'est pas forcément très difficile. Je veux dire, si on envoie un type là, il paiera un loyer qui sera dérisoire. Bon, donc c'est pas très cher de s'installer dans ces pays-là. Après, il faut ouvrir les circuits. Alors, est-ce qu'il faut, à votre avis, faire partie d'une mafia? Est-ce qu'il faut avoir des appuis politiques? Ou bien est-ce que c'est possible, tranquillement? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On peut faire ça assez simplement. On peut le faire de façon très simple. Alors, je vous pose la question, pourquoi nous ne le faisons pas? C'est ça ma question. Parce que, dans un premier temps, parce que on n'a pas eu de demande déjà. Hein, c'est-à-dire, personne n'est venu. Vous n'avez qu'à aller susciter la demande. Peut-être, éventuellement. Alors, il faut dire quand même, hein, qu'il y a très longtemps, le rhum est un produit un petit peu mal considéré, pour ne pas dire déconsidéré, et qu'il y a une dizaine d'années, un étudiant qui sortait de France ou d'Europe avec un étudiant martiniquais avec bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, il n'est pas dans le rhum. Il ne se mettait pas dans le rhum. Hein. On lui disait de venir travailler à la distillerie, même en tant que chercheur, je veux dire chimiste, etc. Il disait pas question. Pas question, parce que ma maman m'a envoyé à l'école. C'était pour justement quitter la canne et le sucre et le rhum. Je ne vais pas aller faire tout ça d'études pour retrouver dedans. Donc, si vous voulez, il ne faut pas oublier non plus que jusqu'à présent,
on a quand même cette image-là de, bon, le rhum, on n'est pas encore très, comment dirais-je, très friand. On va plus trouver, à Bac+5, on va plus trouver un commercial qui va s'investir dans les portables, dans les ordinateurs ou éventuellement dans les BMW, qui ne va vouloir vendre effectivement du rhum et à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions à ce point-là. Est-ce qu'il y a un problème de goût? Je me rappelle, j'étais allé une fois dans une boîte de nuit autrichienne, j'ai demandé du rhum. On m'a apporté un truc absolument infect. Et donc, moi, j'étais avec des amis. Et le lendemain, j'étais revenu avec ma propre bouteille de rhum. On était au sport d'hiver, j'ai ma petite bouteille de rhum. J'ai dit, je vais montrer à ces Autrichiens. Bon, je ne me rappelle plus quelle marque, en fait. Je vais montrer à ces Autrichiens, et à ces Autrichiennes surtout, comment le rhum de la Martinique est supérieur à ce qu'ils nous ont servi. Mais personne n'a aimé mon rhum. Ils ont trouvé ça absolument infect et ils ont préféré ce qui était, pour moi, quelque chose d'infect. Ce n'était pas du rhum du tout, en fait. Est-ce qu'il y a un problème de goût, quelque part? Alors, peut-être, hein. Peut-être qu'il y a une habitude dans le goût et puis surtout une nouveauté. Hein. Des fois, la nouveauté même surprend un petit peu. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, tout un chacun reconnaît que le rhum martiniquais, c'est un rhum véritablement avec une saveur, une Est-ce que vous faites une percée par rapport au cognac ou bien par rapport au canevas? Beaucoup. Vous prenez sur le marché? On a beaucoup pris sur le marché du cognac, beaucoup pris sur le marché de l'armagnac. Au niveau de la Martinique, les whiskies se sont littéralement effondrés devant nous. Ça, il faut le dire, on s'excuse d'ailleurs auprès des importateurs de whisky. Et c'est vrai que dans une boîte de nuit, à notre époque, hein, je pense qu'on a un petit peu de la même promotion. C'était whisky, coca, gin tonic et puis vodka orange qu'on buvait. Aujourd'hui, tout le monde prend un rhum vieux coca. Donc, c'est vrai que le whisky fait un peu ringard en Martinique aujourd'hui, le gin, la vodka aussi. Et au niveau, effectivement, européen, on voit qu'il y a une percée dans le rhum. Alors, certains attaquent très fort, notamment les Cubains qui ont lancé beaucoup de marques de rhum sur le marché européen. On a vu que LVMH est en train de travailler avec un rhum de Trinidad pour haut de gamme, justement, pour le lancer, parce qu'ils n'ont pas pu, effectivement, avoir des rhums martiniquais. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la guerre du rhum a véritablement commencé en Europe. Et c'est vrai que nous, et parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le rhum, c'est l'alcool blanc le plus vendu dans le monde. Devant les whiskies, devant les gins, la vodka, tous ces pays, le rhum est produit partout dans le monde, quelquefois dans des conditions très difficiles, très bizarres, hein, d'ailleurs. Hein, des fois, un peu d'alcool de pomme de terre mélangé à de l'alcool de canne, on appelle ça du rhum, hein, je veux dire. Hein. C'est l'alcool le plus vendu dans le monde. Et nous, à la Martinique, nous avons le haut de gamme de l'alcool le plus vendu dans le monde. Alors, c'est là où moi, je pose la question et je me dis, comment se fait-il qu'on ne puisse pas le vendre davantage? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous essayons effectivement d'attaquer de nouveaux marchés. Nous essayons de promotionner sur différentes formes, la forme festive, culturelle, événementielle, je veux dire, sur plein d'actions que nous faisons notamment au niveau de la distillerie Saint-James pour pouvoir véritablement être présent au moment où je pense que le rhum aura véritablement ses lettres de noblesse. Parce que, oui. Parce que. Parce que, je disais, c'est la culture martiniquaise. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le phénomène culturel à la Martinique, quand je parle notamment, quand on fait des manifestations, etc. C'est nous qui avons un problème avec le rhum. Hein. Ce n'est pas le rhum qui a un problème. Hein. Je veux dire par là que nous, en fait, quand un touriste arrive à la Martinique, on lui parle de rhum. Qu'est-ce que ça évoque chez lui? Corsaire, Caraïbes, pirates, flibustiers, boucaniers, grand large, goélette, hein, toutes sortes de trucs comme ça. L'aventure. Et nous, quand on nous parle de rhum, qu'est-ce que ça évoque? Auprès, détresse, esclavage, travail mal payé, coupe de la canne, toute l'histoire du rhum. C'est-à-dire, vous avez la vision de l'Europe et la vision de la Caraïbe du rhum. Et c'est ces deux visions-là qui posent problème à un certain moment.
voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quelle est l'image que nous, vendeurs, nous avons du rhum et quelle est l'image que l'acheteur a du rhum? Moi, je connais ça très bien. Quand je suis arrivé au musée du rhum, il y a un gars qui est venu me dire bien gentiment, grand-papa, moi, est mort, on a besoin de bouteilles de rhum, on fait la veillée. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais 3 mois après, il me disait, mon niche moins qu'à baptiser, moi, j'ai besoin de bouteilles whisky. On pas qu'à utiliser rhum, bah, baptiser miche moins. Donc, ça veut dire que quelque part, on avait associé l'image du rhum à la détresse, à la souffrance, au groupe, à un certain, à la mort, et qu'on avait associé tous les produits venus d'ailleurs, comme le vermouth, le whisky, hein, alors le champagne, non, parlons même pas, ou les vins, etc. On les avait associés à la joie, à la gaieté. Ça veut dire que la question qui nous est venue, c'est comment peut-on vendre un produit que nous-mêmes associons à des éléments négatifs. Et c'est pour ça que quand j'ai posé la question au comité martiniquais du tourisme, encore que ce n'était pas le comité martiniquais du tourisme, c'était l'ODTM et l'ADTM à l'époque, je leur ai dit, écoutez, parmi vos administrateurs, vous avez les chauffeurs de taxi, au niveau du tourisme, vous avez les chauffeurs de taxi, vous avez le club des restaurateurs qui est administrateur de l'office du tourisme, vous avez les petites et moyennes autres lignes qui est administrateur de l'office, vous avez les compagnies aériennes qui sont administrateurs de l'office. Et pourquoi est-ce que le Codirum ne pourrait pas être administrateur de l'office? Mon dit, oh papa, ou t'as limité dans affaires rhum, Adam, machin. Donc ça n'allait pas. Il y avait une problématique. À la limite, on voulait bien mettre les fleurs. Martinique et les fleurs. Mais l'histoire de Martinique, terre de Rome, ça donnait la consonance que nous Martinique, nous avions, ne correspondait pas à l'image idyllique qu'on voulait donner à l'île. Ça veut dire que quelque part, c'est nous-mêmes qui avions le problème. D'accord. Alors, au niveau de la commercialisation en Martinique, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui, ce soir, veulent se taper des petits vieux? Alors, ça, c'est une publicité que moi, personnellement, j'ai trouvé de très mauvais goût. Je pense que celui qui l'a fait, et qui l'a retiré très vite d'ailleurs, hein, parce que je pense que vous faites allusion à une publicité, je pense qu'il était très mal inspiré de faire cette publicité-là comme ça, parce que justement, on retrouvait l'image négative, l'image du petit vieux, l'image du pédophile, l'image de tout ceci associé au rhum, et je crois que, bon, je pense qu'il a très très vite enlevé, et je crois que, bon, c'est, disons, bon, on oublie. On oublie. Alors je pose la question autrement. Est-ce que le rhum se vend mieux en Martinique aujourd'hui qu'avant? Beaucoup mieux. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir. Et je comprends un petit peu la question entre les lignes. Parce que quand le rhum va bien, ce n'est pas l'alcoolisme qui va mal. Hein. On est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire que quand le rhum augmente, c'est le whisky qui diminue. C'est la bière qui diminue. Quand le rhum diminue, c'est le whisky qui augmente. Ça veut dire que quand on augmente la consommation de rhum à la Martinique, on n'augmente pas le taux d'alcoolisme, je veux dire. Le taux d'alcool absorbé par les gens. Le taux d'alcool absorbé. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas d'augmentation. Et en plus, l'alcoolisme à la Martinique n'est pas tellement du rhum. Bon, nous, on a nos enquêtes, donc on machin, mais est plutôt dû surtout au niveau de la jeunesse à la bière. On est bien d'accord. Hein. Je veux dire, il n'y a pas des jeunes avec des bouteilles de rhum comme ça qui boivent dans les rues. Mais disons que, en fait, l'alcoolisme ne change pas. C'est le produit lui-même qui change. Le rhum augmente, le whisky perd. Le rhum va perdre, le whisky va augmenter. Donc, le problème, c'est à choisir. Est-ce qu'on préfère encore l'alcool importé que l'alcool produit sur place? D'autant plus que l'alcool produit sur place est de très bonne qualité. Quel intérêt on peut trouver à consommer du rhum? Non, c'est-à-dire que le rhum fait partie un peu des traditions. Et quel intérêt? C'est-à-dire, le problème, c'est que serait le monde sans musique, sans théâtre, sans alcool, sans... pratiquement, à part le boire et le manger, peut-être le transport, tout n'est que futilité dans la vie, je veux dire. Hein.
Donc on peut très bien se dire quel est l'intérêt je sais pas, d'avoir une chemise en coton alors qu'on pourrait l'avoir en lin, par exemple, je veux dire. Donc, l'intérêt, c'est que bon, l'alcool enivre un petit peu, ça désinhibe un peu et que dans le monde entier, ça a toujours servi un petit peu comment dirais-je, d'antidépresseur, on pourrait dire ça comme ça. Alors bien sûr, c'est l'excès en tout qui nuit, hein, mais l'excès, bon, on pourrait dire l'excès de cigarette, c'est vrai, mais à la limite, l'excès de graisse donne du cholestérol, l'excès de sucre donne le diabète, l'excès de tout ce qu'on peut prendre en excès, effectivement, pose un problème. Mais c'est vrai que bon, la vie est déjà tellement triste que bon, rentrer le soir après une belle journée de travail, prendre une bonne douche et puis se prendre un petit punch, très honnêtement, je ne vois pas quel est le problème que ça pourrait poser à qui que ce soit, surtout si on ne prend pas la voiture. Donc la consommation a beaucoup augmenté. C'est quelle proportion? Qu'est-ce qu'on vend aujourd'hui en Martinique? Qu'est-ce qu'on produit déjà comme rhum? Quelle quantité? Alors la Martinique produit à peu près aujourd'hui 14 millions de litres de rhum, dont pratiquement 65% à l'exportation, environ 20% de consommation locale, et puis à peu près 15% de vieillissement, de rhum vieilli. Alors il faut dire qu'il y a une forte demande aujourd'hui sur le marché européen de rhum vieux. Vous prenez les fûts où? Alors les fûts viennent soit des fûts de chêne du Limousin, donc de France, ou soit des fûts de chêne blanc américain, de Bourbon. Parce qu'il n'y a que le chêne qui vieillit le rhum. D'accord. Et est-ce que vous avez le nombre de personnes qui vivent du rhum en Martinique? Il y a environ 40 000 personnes qui vivent du rhum à la Martinique. Tout ça? Oui. Attendez, non, c'est quoi, 4 000 personnes. 4 000 personnes. Bien oui, 4 000 personnes. Est-ce que les salaires sont corrects dans le rhum? Est-ce que les salaires gens vivent normalement, ou bien s'il y a beaucoup d'emplois précaires, de gens qui travaillent 2 jours par semaine, ou qui ont un travail saisonnier? Les salaires sont courts. Il y a des conventions collectives, etc. Mais surtout, ce que je retiendrai, c'est que depuis une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine d'années, il n'y a pas eu de grève dans le secteur du rhum à la Martinique. Donc je pense que cet élément-là seulement, bon, je passe les doigts, on est bien d'accord, mais cet élément-là seulement montre quand même que c'est un secteur aujourd'hui qui se tient et qui a véritablement, qui est dans un équilibre quand même à ce niveau-là. Vous êtes directeur du musée du rhum. Comment est-ce que vous êtes trouvé là? Je veux dire, est-ce que vos parents étaient déjà dans ce secteur-là? Est-ce que vous avez une prédisposition personnelle? Comment ça se fait que vous faites ce travail-là? Non, c'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle un métis, on l'avait dit une première fois, un enfant du pays Martinique, puisque j'ai dans mes origines des Békés, des Blancs, des Syriens, des Mulattes et des Indiens, ce qui fait que effectivement je suis à la fois porté vers le commerce par un certain nombre de membres de ma famille, mais aussi dans la tradition par un certain nombre d'autres. Je suis né sur une habitation Roche-Carrée au Lamentin, qui était à l'époque une habitation de canne et de banane. Donc j'étais en plein dans le milieu des ouvriers agricoles et de la distillerie. J'ai fait des études d'histoire. Je me suis retrouvé professeur d'histoire pendant un certain nombre d'années. J'ai ensuite démissionné parce que l'enseignement n'était pas tellement ma passion. Et puis j'ai fait du commerce, mais le commerce manquait un peu de culture à mon avis. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans une distillerie où on trouvait à la fois le patrimoine, la tradition, le commerce, la saveur, l'agriculture, l'exportation et le tourisme, je me suis retrouvé véritablement dans mon bain, quoi. Et à ce moment-là, j'ai pris la parole, notamment au niveau du rhum, et j'ai remarqué que, bon, effectivement, il y avait
il y avait un vrai trou noir à ce niveau-là. C'est-à-dire que personne n'osait véritablement revendiquer le rhum en tant que tel, revendiquer soit par mauvaise conscience, la mauvaise conscience du propriétaire, soit par complexe, le complexe du coupeur de canne, etc. Et que finalement, tout le monde aimait le rhum, tout le monde était un peu fier du rhum, mais personne n'osait se revendiquer du rhum. Alors peut-être que c'est le mulâtre, le métis que je suis qui est à la fois des deux bords, qui en parle peut-être sans complexe et sans mauvaise conscience. Ça me fait penser à la phrase d'un ami, c'est une maîtresse avec qui on va au lit mais pas au restaurant. Exactement. Mais moi, je vais au lit au restaurant avec, là, en ce moment. Très honnête. Et ça ne me pose pas de problème. Donc, quand vous entrez le soir chez vous, vous prenez une douche, et après vous prenez un petit vieux, quoi. Un petit point, bien sûr. Et ça, vous êtes heureux. Mais je sais que vous êtes heureux aussi lorsque vous voyez arriver chez vous, dans ce musée du Rhum, des quarts de touristes. Et je sais que vous avez personnellement très envie de vous impliquer dans le tourisme et que vous pensez que le rhum, ce n'est pas seulement un élément de consommation qu'on boit comme ça, mais c'est aussi un élément fort du tourisme en Martinique. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est vrai que le rhum touche tous les pans de la société martiniquaise. Quand je dis les pans, je veux dire par là que dans le rhum, on est dans la culture, puisque c'est l'histoire de la Martinique. On est dans l'agriculture, puisqu'il y a une filière canne. On est dans l'industrie, puisqu'il y a une transformation. On est dans le commerce, parce qu'il y a une exportation. Et puis on est dans le tourisme, parce qu'il y a une véritable visite. Et avec le rhum, avec la distillerie, j'ai véritablement touché du doigt le phénomène touristique, mais non pas dans sa globalité, mais comment dirais-je, dans ses origines propres. Je veux dire par là que ce que nous apprend le tourisme dans ce cadre-là, le cadre de la distillerie agricole, c'est qu'il existe deux formes de tourisme dans le monde. Le tourisme du tiers-monde et le tourisme des pays développés. Alors, je m'explique. Le tourisme du tiers-monde, c'est un tourisme qui consiste, et on est en plein dedans et on a du mal à se sortir, un tourisme qui consiste à vendre du soleil, de la plage, des cocotiers, du sable et du climat, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas monnayable. Alors que le tourisme des pays développés, et là je prendrai la France comme exemple, puisque le plus grand pays touristique du monde, c'est la France. On ne peut pas être plus emblématique point de vue touristique que la France. Et que fait la France? La France vend dans son tourisme son foie gras, son fromage, son vin, son cognac, son armagnac et ses calissons d'Aix et ses produits régionaux. La France ne vend pas ses stations balnéaires de la Côte d'Azur. Ne vend pas, ne promotionne pas. Ça veut dire que, quand je dis ça, je dis tout simplement qu'il faudrait qu'on puisse revoir ce phénomène touristique-là. Si la filière touristique est une filière économique, on est bien d'accord quand même, ce n'est pas une filière poétique ou environnementale. Si la filière touristique est une filière économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Martinique n'est pas une île de la Caraïbe, avec comme inconvénient d'avoir un statut social européen. La Martinique, économiquement, est un département français, avec comme avantage d'être dans la Caraïbe. Et c'est ça, à mon avis, où on a un problème à la base. On veut toujours nous comparer aux autres îles de la Caraïbe. Donc, géographiquement, on est une île de la Caraïbe. Culturellement, on est une île de la Caraïbe. Ethniquement, tout ce qu'on veut, on est une île de la Caraïbe. Mais le problème, c'est que économiquement, nous ne le sommes pas. Et nous ne le serons jamais. Je vous donne un petit exemple. Prenons un investisseur français qui veut monter un hôtel
à la Martinique et qui veut monter un hôtel à la République dominicaine, par exemple. Bon, déjà, il arrive en République dominicaine, il va convoquer le président de la République dominicaine à l'heure et à la date qu'il aura choisi pour affaire le concernant. C'est comme ça que ça se passe. Je connais très bien le problème, je l'ai déjà vu. Ici, on ne convoque ni Marie-Jeanne, ni Claude Lise, encore moins Chirac. Donc, ça veut dire que déjà, on a déjà une première différence. La deuxième différence, c'est quoi? C'est que celui qui veut monter l'hôtel à la République dominicaine, il va demander à ce que les 3 km de plage de sable fin qui sont à côté de son hôtel soient privatisés. On va lui dire banco. Ici, il va arriver, il va demander pareil, on va lui dire que le domaine public maritime est inaliénable. Donc, on n'est déjà pas, c'est pas nous qui choisissons la différence, c'est la législation française. Ensuite, il va à la République dominicaine, il va demander à ce que le personnel travaille 12 heures par jour avec aucune revendication salariale. À la Martinique, le temps de la durée légale du travail est réglementé. Donc on ne peut pas l'augmenter. Et en plus, le SMIC, ça aussi c'est une réglementation. Donc on ne peut pas le changer. Ce n'est pas nous qui ne voulons pas nous aligner sur les îles de la Caraïbe, c'est la législation française qui nous empêche. Ensuite, il va aller plus loin. Il va demander qu'il n'y ait aucune revendication. Le droit de grève, on va lui dire banco en République dominicaine. Le droit de grève est inscrit dans la Constitution française. Donc, on ne peut pas fonctionner. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas fonctionner en République dominicaine comme on fonctionne à la Martinique. Ça veut dire que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, nous n'avons pas les mêmes éléments de comparaison. Et quand on vient nous dire que regardez ce que fait la République dominicaine en nombre de touristes, en ceci, cela, etc., patati patata, et pourquoi on n'est pas capable de faire pareil? Mais on n'est pas capable de faire pareil tout simplement parce que nous sommes un département français régi par une constitution française avec un certain nombre de droits sociaux, de droits de grève, de salaire, de temps de travail, de domaine public inaliénable, qui fait que, évidemment, on n'est pas compétitif. Évidemment, on n'est pas compétitif. Donc, c'est pour ça que je dis, et je le répète, la Martinique, du point de vue touristique, n'est pas une île de la Caraïbe avec comme inconvénient d'avoir un statut social européen. La Martinique, il faudrait comparer la Martinique à un département français avec comme avantage d'être dans la Caraïbe. On pourrait dire, par exemple, la Martinique, on pourrait la comparer à la région PACA, par exemple, en disant oui, mais en plus, on est dans la Caraïbe. Donc, c'est la façon de concevoir le tourisme qui est à revoir complètement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre exemple, c'est pas Cuba, c'est pas la République dominicaine, c'est pas Haïti, c'est pas Sainte-Lucie, c'est pas la Dominique. Notre exemple, c'est la France, premier pays producteur de tourisme au monde. Et l'image de la France, c'est quoi? L'image de la France, c'est sa grande culture. Nous avons une grande culture à défendre, la culture créole, la gastronomie, la musique, la littérature, le costume, les danses, etc. Et puis l'image de la France, c'est quoi aussi? Ce sont les produits régionaux. Le foie gras, le cognac, l'armagnac, le champagne, etc. Et nous, on a l'Europe. Donc, à la limite, l'image de la France, qui est l'image du pays des grands vins, on pourrait très bien imaginer la Martinique, mais l'île des grands robes. Mais l'image de Cuba, même, c'est le cigare. Je veux dire que par là, quoi de plus intéressant quand on veut promotionner un pays que de promotionner le produit du pays. Parce que, en fait, il y a un phénomène de fierté qui va se poser à un certain moment. On n'est pas fier de son environnement. Un Martiniquais ne me dira pas qu'il est fier de son soleil, de sa plage, de son sable fin. Mais par contre, on est fier de quoi? On est fier de sa culture, on est fier de sa production, on est fier de sa littérature, on est fier de sa musique. Donc ça veut dire que si vous n'arrivez pas à valoriser tout ce qui peut redonner à une population sa fierté, c'est-à-dire la production et la culture, à ce moment-là, vous aurez un tourisme qui sera automatiquement décalé par rapport
à la population. Et puis, bien sûr, on va dire ensuite, on n'est pas souriant, on n'a pas ce qu'il faut, on sait pas accueillir correctement. Mais accueillir, c'est quoi? On accueille quand on a quelque chose à vendre. On accueille quand on a une culture à montrer. On accueille quand on a une histoire à raconter. On accueille quand on a un produit à vendre. Mais si on accueille pour le plaisir de dire bonjour, ça n'a plus d'intérêt. Donc c'est pour ça que je dis que le tourisme devrait aujourd'hui se reposer sur des éléments de fierté martiniquaise qui sont la littérature, la musique, le costume, la gastronomie, les produits du terroir, l'artisanat et éventuellement, et puis effectivement trouver des moyens d'impliquer tout un chacun. Bon, enfin, on va dire que mais à la limite, la partie climatique se trouve n'importe où. La partie climatique se trouve n'importe où. Et aujourd'hui, plus on va vers un tourisme justement un petit peu populaire, mais populaire dans le vrai sens, c'est-à-dire non élitiste, et plus on va vers un tourisme qui viennent visiter, qui viennent regarder comment vivent les gens, etc. Je vous dis très honnêtement. On va vers ce tourisme-là? Je pense qu'on va de plus en plus vers ce tourisme-là. Alors, il faut voir aussi, et je parle peut-être un peu tôt, non, il faut voir aussi dans quelles conditions est né le tourisme à la Martinique. Bon, peut-être c'est ma déformation d'historien, enfin d'amateur d'histoire qui fait ça. Mais il faut bien dire que le tourisme est né à la Martinique dans les années 60, en pleine crise sucrière. 1960. 1960, bien sûr. Et il s'est trouvé que, comme par hasard, la fermeture d'un certain nombre d'usines centrales a coïncidé avec l'ouverture d'un certain nombre de grands hôtels, comme le Bacois, etc. Et on était, il faut bien le dire, en pleine révolution cubaine, en période de décolonisation, etc. Et c'est vrai que l'idée générale à la Martinique était qu'il s'agissait d'une volonté délibérée de l'État français de substituer à une économie de plantation et donc de production, une économie touristique qui allait nous rendre encore plus dépendants et plus vulnérables que nous l'étions déjà. Ça, je me souviens de nos professeurs nous disant, oui, mais l'économie touristique, vous allez voir ce que c'est, patati patata. Et on nous disait même que les seuls emplois qui nous étaient décernés à l'époque, enfin attribués, c'était des emplois de jardiniers, de femmes de ménage, de concierges ou éventuellement de danseuses folkloriques. Alors, on y a cru, bien entendu. Je veux dire, on était en pleine révolution cubaine, on était en pleine période de décolonisation. Il y a toute une génération qui a accueilli le tourisme avec énormément de méfiance, notamment notre génération, la génération des quadras, on pourrait dire aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'au départ, le tourisme a été un enfant non désiré, dès le départ. Et c'est vrai que ceux qui avaient la volonté à l'époque de faire du tourisme se situaient parmi ce qu'on appelait les départementalistes convaincus, etc. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, vu que la gauche, les indépendantistes, les autonomies se sont mis en retrait, et donc la culture martiniquaise s'est mise en retrait de cette nouvelle montée de cette économie touristique-là, il s'est trouvé que ceux qui avaient la volonté de faire du tourisme, ont commencé à faire du tourisme avec des éléments folklorisants de la culture martiniquaise. C'est là qu'on a vu apparaître des danseuses folkloriques, qu'on a vu apparaître un certain nombre de Loulou Bois-la-Ville, etc. Loulou Bois-la-Ville qui, pendant très longtemps, effectivement, a été assimilé comme quelqu'un qui vendait son âme. Faut pas se voiler la face. Alors qu'aujourd'hui, Loulou Bois-la-Ville est considéré comme un chantre de la culture martiniquaise, un compositeur de talent et un être incontournable. Mais Loulou Bois-la-Ville, en 40 ans de carrière, n'a trouvé en tout et pour tout qu'un seul sponsor. Je suis très content de le dire ce soir, c'est Jérôme Saint-James. Donc c'est pour dire à quel point
le tourisme a été un enfant non désiré dès le départ, et tous les éléments qu'on trouve aujourd'hui, des expressions danser pour nanan, etc., aller se prostituer, il y avait une espèce d'assimilation de la prostitution, etc. Et quand on racontait l'histoire de la Martinique, des esclaves qui allaient dans les champs danser la calenda, c'était très, 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 très mal vu à ce moment-là. Et c'est vrai que la culture martiniquaise s'est complètement déconnectée de l'économie touristique. Et aujourd'hui, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, on a du mal effectivement à voir les grosses manifestations culturelles rentrer dans le circuit touristique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les hôtels, on ne voit jamais une exposition de peinture, on ne voit jamais une petite librairie avec des livres de la culture martiniquaise, on ne voit jamais un endroit où on vend des disques antillais, on ne voit jamais un endroit où on vend des costumes antillais, etc. Et c'est ce travail-là que nous avons fait d'ailleurs au niveau de la distillerie Saint-James, avec l'espace France-Antilles, en montrant effectivement les plasticiens martiniquais aux touristes, en montrant la culture martiniquaise aux touristes, en montrant un certain nombre de choses, le costume, les traditions, etc. Donc c'est pour vous dire que pendant très longtemps, la culture a été très méfiante de ce tourisme-là. Il faut dire qu'à l'époque, le tourisme, c'était un tourisme élitiste, je veux dire de gens très 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 friqués qui venaient plus décompresser que qui venaient découvrir en fait, hein, à ce niveau-là. Donc c'est tout ça pour dire que dès le départ, le tourisme a été un enfant non désiré, et aujourd'hui le travail que nous avons à faire, c'est de montrer que quelque part il n'y a pas incompatibilité entre tourisme et culture, il n'y a pas incompatibilité entre tourisme et fierté, et il n'y a pas incompatibilité entre accueil et hospitalité. C'est là quelquefois que tout se joue à ce niveau-là. C'est-à-dire que en fait, on est de façon assez bizarre, tout le monde reconnaît que le Martiniquais est très hospitalier, et tout le monde se plaint qu'il y a un problème d'accueil à la Martinique. Alors là, c'est vrai qu'il y a tout un débat là-dessus aussi. Il faut vous dire que quand même, à ce niveau-là, il faudrait une véritable réflexion, et ça, on appelle de nouveau une véritable réflexion sur l'accueil à la Martinique, parce qu'il faut vous dire que l'accueil, c'est quelque chose d'universel. Dans le monde entier, tout le monde accueille, mais que les manifestations de l'accueil est quelque chose de très culturel. C'est-à-dire, quand le Japonais croise les bras pour vous dire bonjour, ce n'est pas pareil que, si vous voulez, le Martiniquais qui vous tutoie simplement parce qu'il vous trouve sympathique, ou que le Français qui fonctionne sous certaines formes, etc. Donc, l'accueil est universel, mais les manifestations de l'accueil sont culturelles, et chaque pays a une façon de recevoir, une façon comment dirais-je, une façon d'être accueillant, et il n'y a pas de formation universelle de l'accueil comme on pourrait le laisser croire, c'est-à-dire on va lui faire une formation sur l'accueil et dans quelques mois il saura accueillir. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comment? C'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse analyser les manifestations de son accueil, comment il accueille, comment il est bien en accueillant. Il n'y a pas une façon universelle d'accueillir les gens. Moi, je vous dis très honnêtement, le garçon de café parisien n'est pas quelqu'un d'accueillant. On l'a déjà vu, n'est pas quelqu'un d'accueillant. En Martinique, on a cette façon assez bizarre que les rapports, ils sont humains au départ. On n'a pas de rapport commerciaux, on n'a pas de rapport hiérarchique, on n'a pas de rapport, comment dirais-je, financier. Soit le rapport est humain, soit il ne l'est pas. Et c'est vrai qu'on a du mal à être sympathique en vous voyant. Le phénomène du vouvoiement est quelque chose de très particulier à la Martinique. Quelqu'un qui vous estime, qui vous considère, qui a envie d'être gentil avec vous, il ne peut pas continuer à vous voyer. Et le tourisme exige qu'on soit à la fois gentil, agréable, mais qu'on vous voit. Bon, donc tous ces éléments-là
Je pense que c'est là qu'il y a incompatibilité et qu'il y a différence culturelle sur, comme je disais, l'accueil qui est universel, mais les manifestations de l'accueil qui sont culturelles. D'accord. Donc dans les années 60, la gauche est hostile au tourisme. Et dans les années 80, cette même gauche-là, les mêmes hommes prennent le pouvoir en Martinique dans les années 80. Conseil régional, conseil général, beaucoup de mairies. Et donc ces gens-là sont obligés de gérer le tourisme. Et c'est eux qui le gèrent encore aujourd'hui. Alors est-ce que c'est possible? Oui, parce que c'est le tourisme qui a évolué. Hein. Les hommes n'ont pas changé. Hein. Les hommes qui étaient hostiles au tourisme dans les années 60 étaient hostiles à un tourisme qui n'était pas non plus très clean. Hein. Je veux dire, un tourisme d'élite sociale, etc. Okay, qui a beaucoup condescendant. Alors que maintenant, le tourisme est plus de masse. Oui, le tourisme est plus de masse. Et puis le tourisme, comment vous allez faire dans un pays où les salaires sont chers, où donc on ne peut pas donner aux gens dans les hôtels autant de services qu'à l'île Maurice ou dans les îles voisines de la Caraïbe? Vous voulez vendre aux touristes des produits à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire que non seulement sa chambre d'hôtel sera chère, non seulement son voyage sera cher, mais tout ce qu'il va acheter est cher. Comment voulez-vous faire du tourisme dans ces conditions, en même temps que vous me dites que le tourisme ne doit pas être aujourd'hui un tourisme d'élite? Non, c'est-à-dire que en fait, on ne va pas pouvoir reculer pour mieux servir le tourisme. Ça, il ne faut pas se mettre ça dans la tête. Je veux dire, on ne va pas revenir à un niveau de vie de la République dominicaine, de Sainte-Lucie ou de Haïti, simplement parce qu'il faut faire du tourisme à bon marché. Donc, on n'a pas le choix que de faire un véritable tourisme, je disais, de pays développés qui présentent un certain nombre d'avantages, avec un certain nombre d'infrastructures, toutes les infrastructures possibles et imaginables, touristiquement parlant, sont à la Martinique. On a un port, on a un aéroport, on a un golfe du Tuto, on a un terminal de croisière, on a un palais des congrès, on a des casinos, on a une marina, on a un parc des Floralies, on a un hippodrome de Carrère, on a un aqualand, on avait même un sous-marin qu'on a perdu entre-temps. C'est pour vous dire que tout ce qui est possible et imaginable en matière touristique est présent à la Martinique. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté. Mais le problème qui se passe, c'est que avoir des infrastructures d'accueil touristique et puis faire venir des touristes à grands frais n'est pas une fin en soi. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire à côté de ça? Il faut dans un premier temps créer des événements. Je veux dire par là qu'il est plus intéressant pour la France d'organiser le tournoi de Roland-Garros que ce soit un Français qui gagne le tournoi de Roland-Garros. Donc, il est plus intéressant pour la France de faire la foire de Paris que d'aller dans une foire qui existe dans un autre pays. Alors nous, on se tarde de dire on était à la foire de Paris, on était au salon de l'agriculture, on était au concours mondial de Bruxelles. D'accord, mais il faudrait que nous-mêmes, nous créions nos propres événements à la Martinique, d'événements dont on parle, d'événements médiatisés qui amènent du monde et qui fait qu'à un certain moment, effectivement, il y a toujours quelque chose qui se passe à la Martinique. Le Tour des Yolondes est un très bel exemple déjà. Même si, bon, je pense qu'elle ne génère pas suffisamment de richesse qu'elle aurait dû, mais le Tour des Yolondes, c'est bon, c'est pour ça que nous faisons la fête du Rhum, la fête de Fenrica. S'il y a des grands prix de carrière qui vont se faire, bon, c'est très bien, mais il faudrait aussi imaginer, comme Sainte-Lucie l'a fait, le festival de jazz à Sainte-Lucie, il y a le festival des musiques créoles à la Dominique, il y a un certain nombre de choses qui se passent, et nous avons ça, cette communication à faire par l'événement. Nous avons refusé la route du Rhum en 1974. Il ne faut pas l'oublier, ça. Nous avons refusé la route du Rhum, et la route du Rhum aujourd'hui arrive en Guadeloupe, avec un Rhum qui n'est même pas véritablement en pointe, je veux dire. Donc il faudrait que nous puissions prendre ça comme élément d'exemple pour dire qu'aujourd'hui, nous avons effectivement un vrai produit touristique à part entière, hein, une île française s'il le faut, hein, pourquoi pas, etc. Mais avec des vrais produits, avec une vraie culture, avec une vraie tradition, la littérature. Vous imaginez, avant un pays comme la Martinique, de 400 000 habitants, qui dans un siècle a pu avoir Aimé Césaire, Édouard Glissant et Frantz Fanon, c'est-à-dire des écrivains de dimension planétaire, je ne parle même pas de dimension nationale ou internationale, qui sont étudiés dans tous les pays de la Caraïbe, et nous n'arrivons pas
à promotionner l'image de la Martinique, ne serait-ce que par l'intelligence de ces hommes-là. Donc, il y a quelque chose véritablement à faire. Un groupe comme Kassav qui a rayonné dans le monde entier, qu'est-ce que je vois un jour? Kassav arrive avec quel sponsor? Avec JB. On m'a dit que c'est parce que c'était Jocelyn Biwa. D'accord, mais JB, un whisky qui s'appelle JB. Donc ça veut dire que quelque part, on a un véritable problème avec la gastronomie que tout le monde connaît aujourd'hui à la Martinique, etc., qui est bien vue. Je veux dire, le rhum, très honnêtement, hein, on ne va pas dire que le rhum martiniquais n'est pas connu, même si on ne sait pas pourquoi il est bon. Mais au moins, il a une réputation, ce rhum-là. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un tas d'éléments, plus un niveau de vie qu'il faut pouvoir valoriser. Le tout, c'est de mettre le tout sur la table et puis de voir qu'en dehors de notre nature, il y a cette image culturelle-là qu'il faut matcher. Et il faut, je pense, arrêter de se mettre tout le temps en comparaison avec des îles de la Caraïbe qui n'ont même pas encore réglé leurs problèmes de pédophilie et de tourisme sexuel, comme Saint-Domingue, comme Cuba, ou comme la Jamaïque, je veux dire, parce que ça me fait penser aux places de parking pour handicapés, où tout le monde se mettait à la place, machin, etc. Et puis, à un certain moment, les gars ont marqué, si tu veux ma place, prends aussi mon handicap. Et, tu sais, c'est ça qu'on a envie de répondre aux gens qui nous disent, regardez comment fait la République dominicaine. Si on veut sa place, du point de vue du nombre de touristes, allons prendre aussi son handicap. Et son handicap, c'est quoi? Son handicap, c'est qu'il n'a même pas encore réglé son problème de tourisme sexuel, qu'il n'a même pas encore réglé son problème de délinquance, son problème de niveau de vie, son problème de plage privatisée, son problème de salaire misérable et son problème de 12 heures de travail. Je veux dire, et l'île Maurice aussi. L'île Maurice aussi, il y a des choses qu'ils font dont on ne parle pas parce qu'on n'a pas envie de parler. Mais je veux dire, à l'île Maurice, par exemple, quand on recrute des gens je connais bien le phénomène, quand on recrute des gens pour travailler dans les hôtels, on les demande de se raser entièrement. Pourquoi? Parce qu'il paraît que quand ils ont travaillé, la sueur fait qu'avec les poils sous les bras, il y a des odeurs qui dérangent le client. Donc, rasez-vous avant de... Est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça à quelqu'un qui viendrait travailler dans un hôtel à la Martinique? C'est impossible, je veux dire. Donc, à la limite, il ne faut même pas rentrer dans une comparaison quelconque avec des pays comme ça. Sinon, la seule chose qu'on pourra faire, c'est se tirer vers le bas uniquement pour avoir un certain nombre de touristes. Moi, quand on nous compare aux autres îles de la Caraïbe, je ne voulais pas qu'on compare seulement le nombre de touristes par rapport aux autres îles de la Caraïbe, mais je voudrais qu'on compare tout le phénomène, c'est-à-dire tout le phénomène touristique, toute la filière touristique dans toute sa globalité. Et c'est ça, et c'est pour ça que je dis que le fait même, et je voulais terminer sur ça, le fait même que nous soyons à la fois un pays du tiers-monde et un département français, donc ça veut dire un pays développé, je veux dire, fait que chacun nous interprète de la façon dont ça l'arrange. Ça veut dire qu'en face, quand on est en face de quelqu'un, la personne peut nous considérer comme un homme du pays du tiers-monde, si ça l'arrange, ou un Français à part entière, si ça l'arrange. Alors c'est ça qui s'est passé avec Pélisson. Quand Pélisson ils ne savent pas accueillir, la Martinique est trop chère, on va à la République dominicaine. Ça veut dire qu'il nous prend pour une île de la Caraïbe, etc., trop cher, pas assez accueillant, où il n'y a pas assez d'aide financière, etc. Il va à la République dominicaine. Mais la seule chose qu'il oublie, c'est qu'on n'est pas une île de la Caraïbe, on est un département français dans le cas présent, et que c'est la législation française elle-même il s'en prend à la législation française elle-même. Il ne s'en prend pas autre chose que ça, la législation française, qui est la législation de son pays d'origine. Donc, et c'est pour ça, et nous-mêmes d'ailleurs, vicieux comme on est aussi débrouillés à pas pécher, on s'interprète aussi de la façon dont ça nous arrange. Des fois, on est français pour un certain nombre de choses, des fois, on est tiers-mondiste ou on est machin pour un certain nombre d'autres choses, quoi, je veux dire. Donc, ce qu'il faudrait faire, bon, pas la solution, mais je veux dire par là que de se méfier chaque fois que
on nous parle ou qu'on nous interpelle, on nous interpelle toujours d'une certaine façon et on nous, comment dirais-je, on choisit en fait la personne qu'on veut qu'on soit, selon l'intérêt de la personne, selon l'intérêt de notre interlocuteur. Et ça, je crois qu'il faut je pense qu'il faut faire très attention à ça. Il faut se positionner une bonne fois pour toutes. Juste une dernière question, essayez d'être court parce qu'il nous reste 30 secondes. Comment est-ce que vous vous positionnez? C'est-à-dire que, en fait, je pense que... Vous personnellement? Oui, c'est-à-dire que moi, je me positionne comme métis, comme je l'ai dit déjà. Donc, à la limite, on peut avoir le bon et les deux parties. Mais moi, je me positionne déjà comme un citoyen du monde, dans un pays développé, je veux dire, développé ne serait-ce que par la pensée, hein, dans un pays où on connaît aujourd'hui un certain nombre de droits sociaux, de droits humains. Vous voulez renoncer à rien, même si pour attirer les touristes, il faut renoncer à certaines choses, vous voulez renoncer à rien. Ah, non, Imaginons par exemple que pour attirer les touristes, il faille transformer la Martinique en zone franche, avec une certaine déréglementation du droit du travail. Disons. Vous êtes pour ou contre ça? On ne peut pas dire pour. Il faudrait vraiment étudier le problème Et s'il faut attirer les touristes en disant, bon, on leur réserve une certaine partie de plage. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je suis pas d'accord. Je suis vraiment anti all inclusive. Je n'aime pas tellement le all inclusive parce que le all inclusive, bien souvent, ça veut dire que les tours opérateurs, les compagnies aériennes, les grands groupes hôteliers prennent tout. Et puis, on vous donne de temps en temps des miettes. Au musée Saint-Jean, vous recevez de plus en plus de touristes ou il y a une baisse? Est-ce que vous avez senti la crise? On la ressent de temps en temps, mais on est quand même dans une pente montante, puisqu'on reçoit près de 150 000 visiteurs par année. 150 000? 150 000. Une dernière, enfin, je dis toujours que c'est la dernière, mais peu importe. Quelle différence il y a entre le rhum blanc et le rhum vieux? Je veux dire, le rhum vieux que vous vendez là, le rhum blanc, est-ce qu'il y a une différence de goût, de qualité? Ah, bien sûr, le rhum blanc, c'est celui qui sort du colonna distillé, donc qui a encore le goût fruité, floral et végétal. Et le rhum vieux, c'est un rhum qui est passé dans les fûts de chêne du Limousin ou blanc américain, et donc on retrouve un côté boisé. Donc la couleur même, c'est la couleur du tanin du fût. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même produit. Et un aveugle, est-ce que vous pourriez faire la différence, vous, entre... Si je vous mets de la Moni ou du Courville et du Saint-Jean, blanc ou vieux, vous-même, vous allez pouvoir... Oui. Aujourd'hui, on peut le faire très facilement. Non, pas vous-même. Oui, parce qu'on étudie ça aujourd'hui. C'est-à-dire que parce que comme on avait dit souvent, le rhum, ce qui lui manque, c'est de la poésie dans un premier temps, et puis pouvoir effectivement faire des études sur les goûts. On ne le fait pas, mais aujourd'hui, on le fait. Les vrais buveurs de rhum savent faire la différence. Hein. Les vrais buveurs de rhum savent le faire au pif, je veux dire, hein, à force de boire. Mais il y a une façon plus simple de machin, c'est de l'étudier, quoi. Parce que s'il faut boire effectivement non, mais un certain nombre de moi, je connaissais des gars à Sainte-Thérèse là, ils boivent, ils vous disent ça sent Courville, ça sent la Moni. Ça veut dire parce qu'ils boivent depuis très longtemps, et en très grande quantité, quoi. Je sais. Mais il y a une façon de machin. Il y a d'ailleurs au CTCS, le Centre technique de la canne et du sucre, des cours où justement on apprend à disséquer les fruits, le côté floral, le côté végétal, le côté noisette, le côté boisé, etc. Et c'est vrai que ça s'apprend et ça s'apprend relativement simplement. Merci beaucoup, chers amis de Canal Martinique et du Canal Local. Nous avons été heureux de converser devant vous avec Michel Fayad, qui est directeur du musée du Rhum, qu'on appelle aussi le musée Saint-James, parce que dans ce musée du Rhum qui se trouve à Sainte-Marie, vous ne trouvez guère autre chose que du Rhum Saint-James. Hein? D'accord? Merci beaucoup. C'est une conversation qui est extrêmement enrichissante. J'espère que vous aussi, vous avez comme moi appris beaucoup de choses. Merci et à bientôt. Merci.